Si la loose avait une franchise de prédilection, ce serait bien évidemment les Toronto Maple Leafs. Après une nouvelle saison décevante, mais cette fois-ci sans série, une once d'espoir avec la draft de McKenna. C'est tout de suite dans l'émission sur les Toronto Maple Leafs. Oui, Toronto a cette réputation d'être une équipe de losers. Il faut quand même rappeler que depuis l'arrivée de Auston Matthews et Mitch Marner notamment, l'équipe a accroché les séries pendant plusieurs années consécutives, 9 notamment. Il est vrai cependant que le départ de Marner a provoqué, avec de nombreuses blessures également, la chute de l'équipe, et c'est pour la première fois depuis 9 ans du coup que l'équipe a raté les séries, et pas qu'un peu. Dans son malheur, elle a connu une chance incroyable en remportant la loterie pour le repêchage et a eu le droit de repêcher en premier en juin dernier. Vous l'aurez compris, le bilan est mauvais. Toronto finit à la 28e place avec 78 points. Une attaque toujours dans les bons élèves avec 252 buts marqués. Bon pour la 16e position dans la ligue. Mais une défense apocalyptique avec 295 buts encaissés la saison passée. C'est l'axe principal à mon sens de progression pour l'équipe l'année prochaine. Dans les unités spéciales, le powerplay, la supériorité numérique à 21,3%, bon pour le 15e rang. L'infériorité numérique très correcte, 8e rang. Les tirs par match, seulement 26 tirs. Alors je dis seulement parce que effectivement l'équipe comporte de nombreux francs-tireurs et ne tire pas beaucoup au but, donc c'est assez surprenant. Le pourcentage de tirs marqués à 10,27%, donc ça prouve que l'équipe a une certaine qualité au niveau du scoring. Mais, et j'ai rajouté cette stat uniquement pour Toronto, ce qu'on appelle le high scoring chances, c'est vraiment les chances de marquer de l'enclave, qui sont des chances importantes de marquer. Ils n'en ont eu que 128 sur la saison, bon pour le 32e rang. Et c'est vraiment là, à mon sens, que le bas blesse pour l'équipe. Au niveau des performances statistiques individuelles, on peut noter la bonne saison de Liam Nylander qui met quasiment 80 points en 65 rencontres, donc plus d'un point par match. John Tavares qui effectue une bonne saison statistique mais mauvais au niveau du plus-minus avec 71 points en 82 rencontres. Et on va s'attarder un petit peu plus sur les autres joueurs avec Matthew Knies qui a été très longtemps dans les rumeurs de transfert. Matthew Knies qui réalise, alors, au niveau du plus-minus, une saison un peu moins bonne, mais avec ses 23 buts, ses 66 points, prouve que c'est un joueur accompli dans les NHL. Il est jeune, il a un long contrat effectivement, mais il est jeune. Et son jeu, vraiment tout en plongeant vers la cage, il utilise son corps et son physique imposant pour permettre à l'équipe d'avoir cette puissance devant la cage. C'est vraiment quelque chose et un profil assez unique dans la NHL moderne qui intéresse bon nombre d'équipes. Le dernier à s'être souligné, c'est Auston Matthews. Alors Auston Matthews, qui on le sait, a eu 22 matchs de blessure. Il s'est fait détruire le genou par Goudas lors d'un match contre Anaheim. Mais il a réalisé une saison plus que correcte, des performances correctes qu'il a emmené aussi aux Jeux Olympiques où il a réussi à récupérer la médaille d'or avec Team USA. Auston Matthews qui était dans les rumeurs de transactions, mais je pense que Toronto a fait le bon choix en étouffant un petit peu rapidement tout ça et indiquant qu'Auston Matthews avait un contrat longue durée et donc allait rester du côté de Toronto, puisque à mon sens il reste vraiment la meilleure option offensive de l'équipe. La note de l'équipe sur la saison passée est forcément très mauvaise. Avec des joueurs de qualité, ils n'ont pas réussi à accrocher les séries. Et c'est vraiment une immense déception. C'est pourquoi on a donné un 2 à cette équipe des Toronto Maple Leafs. Et la question qui se pose, c'est stop ou encore avec cet effectif. Est-ce qu'on rebâtit ou est-ce qu'on continue en essayant de modifier par petits à-coups l'équipe en espérant une meilleure saison la saison prochaine?
Le choix de la direction a donc été déjà de modifier toute la direction. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le general manager a changé, le coach a changé, et on essaye du coup de redonner une certaine dynamique à la franchise en espérant pouvoir emmener Matthews et Nylander au niveau supérieur, c'est-à-dire dans les finales de conférence, finales de Coupe Stanley. L'arrivée la plus importante à mon sens et la plus significative, c'est celle de Gavin McKenna. Gavin McKenna qui a été sélectionné au premier choix au dernier repêchage en juin dernier. McKenna qui est un joueur canadien qui joue principalement à l'aile. Joueur qui a un IQ et un hockey sense vraiment au-dessus de tout ce qu'on pouvait avoir dans la draft, peut-être à part Stenberg et Bjork. McKenna qui est un joueur de premier trio sans aucun souci. Alors la question est toujours la même pour un joueur qui débarque de la NCAA ou du junior majeur. Est-ce qu'il sera capable de refaire les prestations qu'il a eues la saison passée au niveau supérieur? J'ai envie de vous dire, le talent de McKenna est tellement important que ça semble vraiment réalisable. McKenna est un joueur dominant sur le power play avec un lancer très bon lancer, mais aussi une vision du jeu hors du commun, capable de trouver un petit peu n'importe qui. Seul problème, il joue à peu près au même poste que Matthews en powerplay. Matthews qui joue en bas à gauche pour les one-timers. McKenna qui joue à peu près dans ce rôle-là, peut-être un petit peu plus haut. À voir comment ils vont réussir à trouver l'alignement pour permettre à McKenna de jouer et d'exploiter son plein potentiel. On voit McKenna jouer avec Auston Matthews et William Nylander pour créer vraiment un premier trio de premier ordre. En second trio, on voit plutôt Easton Cowan et Matthew Knies être à l'aile de John Tavares, deux personnes qui ont un physique imposant pour aider le vétéran John Tavares à enfin gagner sa première Coupe Stanley. Easton Cowan a souligné qu'il a été un des acteurs majeurs de la victoire des Marlies de Toronto dans la AHL au mois de juin dernier. En troisième trio, on a trois arrivées qui sont des arrivées d'importance avec Nick Paul du côté de Tampa Bay, Colton Sissons qui arrive avec un gros contrat de 4,25 millions et Jack Roslovic également aux alentours de 4 millions de dollars. Ces trois arrivées sont des arrivées de complément au tarif de cette intersaison, donc un petit peu cher payé, mais ces trois arrivées sont là pour apporter de la profondeur à un effectif qui en manquait à mon sens et qui a perdu notamment Macchielli parti du côté des Highlanders qui apportait un petit peu ce talent en profondeur. C'est pas des joueurs qui vont vous mettre 50 points, mais ce sont des joueurs qui peuvent apporter en playoff et en saison régulière une touche de scoring avec une responsabilité défensive importante. La dernière ligne sera composée de Dakota Joshua qui a re-signé à l'intersaison et de Teddy Blueger qui arrive de Vancouver et Brandon Duhaime pour avoir une quatrième ligne capable de jouer n'importe quand et dans n'importe quelle condition. Prochaine arrivée et non des moindres, on vous a dit que la défense souffrait un petit peu. Et ben Toronto a décidé de frapper fort et de sortir le chéquier pour faire venir Darren Raddysh en provenance de Tampa Bay. Alors Darren Raddysh, si ça vous parle pas, ben c'est peut-être juste que vous n'avez pas suivi la dernière saison et demie de NHL et que du coup vous n'êtes pas au courant que ce joueur non drafté a été le meilleur défenseur de Tampa Bay depuis maintenant 2 saisons. Darren Raddysh, c'est un joueur qui n'a pas été drafté et qui est passé par la AHL pendant un bon bout d'années avant de trouver un poste régulier du côté de Tampa Bay. Darren Raddysh, c'est 73 matchs et 70 points, 22 buts pour 48 passes décisives et plus 21 de plus-minus lors de la dernière saison. Il va être le défenseur numéro 1. Est-ce que ça ne sera pas trop lourd à porter pour lui? Alors, les statistiques de la saison passée tentent à prouver que non, puisqu'il était le défenseur numéro 1 offensivement de Tampa Bay. Le problème, c'est qu'en série, il n'a mis que 2 points en 7 matchs. Alors, c'est un profil, vous allez me dire, qui correspond bien à Toronto, puisqu'il ne marque pas en playoff, mais blague à part, payer 8,5 millions pour un joueur de 30 ans et sur 8 ans, ça risque de coûter cher à Toronto en fin de contrat. Mais Toronto avait besoin de ce défenseur numéro 1 étant donné la baisse de régime de Morgan Rielly. Alors pourquoi pas, à voir, il a un bon lancer, c'est un bon joueur de powerplay, capable de bouger le palais et avec un très bon lancer. C'est un pari du côté de Toronto, à voir s'il sera payant.
Dernière arrivée et non des moindres en provenance des Panthers de la Florida, le double vainqueur de la Coupe Stanley, Sergei Bobrovsky. Le gardien russe de 37 ans signe un contrat de 3 ans avec les Maple Leafs. Ils ont donc trouvé leur gardien numéro 1 pour les 3 prochaines saisons. C'est un gardien d'expérience qui semble avoir cependant un petit peu ralenti sur la dernière saison, à ponctuer cependant du nombre de blessures importantes des Panthers. S'il est en santé, c'est forcément un bon plan pour Toronto qui va avoir une solidité défensive, enfin une solidité devant le but en tout cas, qu'elle n'a peu ou pas eu sur les dernières saisons. Des statistiques qui varient entre 900 et 915 pour le gardien russe qui sera assurément l'un des leaders en plus du vestiaire avec son expérience. Vous l'avez vu, Toronto a fait de multiples changements à l'intersaison. Ils ont amené de la jeunesse avec McKenna, de l'expérience avec Bobrovsky. Est-ce que ça va suffire pour aller plus loin que la saison passée? C'est ce que je pense. Je pense que l'équipe va réussir à se qualifier en tant que wildcard. Je pense qu'ils vont réussir à se qualifier en série et donc je les vois se placer entre la 10 et la 18e place. Voilà, je pense pas qu'ils vont dominer, mais je les vois quand même réussir à accrocher les séries la saison prochaine. En tout cas, les mouvements qui ont été effectués semblent aller dans la bonne direction et apporter vraiment un surplus sur le talent qui était déjà présent. Reste à voir si la profondeur de l'effectif sera suffisante pour accrocher les séries sans souci particulier. On en a donc terminé avec cette franchise historique des Maple Leafs de Toronto. On se donne rendez-vous dans 3 jours pour maintenant une des franchises les plus récentes, le Kraken de Seattle. N'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo, ça fait toujours plaisir et on se voit très vite. Salut l'équipe!